des températures de notre planète et des teneurs en dioxyde de carbone atmosphérique 800 000 ans, voilà, pardon, 800 000 ans avant notre ère. Et donc on peut voir que effectivement la température de notre planète a subi différentes périodes, des périodes de glaciation et des périodes de réchauffement suite aux modifications de l'orbite terrestre. Et ces variations de température ont conduit à des modifications du cycle du carbone, tantôt en le ralentissant pendant les périodes glaciaires et en l'accélérant pendant les périodes de réchauffement climatique. Et ces variations de teneur en dioxyde de carbone, par rétroaction, ont conduit à des augmentations et des ralentissements des températures supplémentaires. En effet, le CO2, à l'instar du méthane, sont donc des gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui absorbent et réémettent la chaleur rayonnante des terres et des océans et participant ainsi au climat favorable de notre planète. En l'absence de ces gaz à effet de serre, on serait obligés tous d'investir dans des grosses doudounes. Donc l'effet de serre, c'est plutôt une bonne chose, oui, à condition de ne pas modifier le cycle du carbone, c'est-à-dire la concentration de carbone dans les différents réservoirs de carbone de notre planète, ce qui n'est pas le cas à l'ère de l'Anthropocène. Donc comme on peut le voir sur ce graphique qui reprend le graphique précédent, les teneurs en CO2 atmosphérique n'avaient jamais dépassé les 300 ppm dans l'atmosphère 800 000 ans avant notre ère. Et depuis le 19e siècle, on voit une augmentation 100 fois supérieure des teneurs en CO2 atmosphérique, 100 fois supérieure aux différentes accélérations, différentes augmentations, en particulier la dernière période de glaciation il y a 20 000 ans. Et si on zoome sur ces 60 dernières années, on voit qu'effectivement, les teneurs en CO2 atmosphérique augmentent dans l'atmosphère de manière linéaire pour atteindre les valeurs maximales de cette année de plus de 420 ppm dans l'atmosphère. Et si on s'intéresse au méthane, c'est le même constat. Les teneurs en méthane ont plus que doublé ces 200 dernières années. Les conséquences directes de ces élévations des teneurs en gaz à effet de serre, c'est les conséquences qu'on connaît tous, c'est-à-dire une élévation de la température de notre planète, comme le montre ce graphique qui croise les teneurs en CO2 dans l'atmosphère et les anomalies de température. Donc en 2023, la température de notre planète s'est réchauffée de plus 1,5 degré et par conséquence également la température des eaux de surface, les lacs s'étant réchauffés de presque 1 degré ces 40 dernières années. Ces émissions, ces concentrations de gaz à effet de serre sont directement liées à nos émissions de carbone. Donc, comme le montre ce graphique, on voit nos émissions carbone. Et en réalité, ces émissions carbone, seulement la moitié s'accumulent dans l'atmosphère, le reste étant capté par les puits de carbone terrestres et océaniques. Donc on peut s'interroger sur le rôle des plans d'eau dans ce cycle du carbone. Des études ont montré qu'à l'instar des puits océaniques, les plans d'eau étaient aussi capables de stocker du carbone à des quantités même similaires au fond marin. D'autres études ont montré que les plans d'eau étaient également de forts émetteurs en gaz à effet de serre, et en particulier en méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est 34 fois plus réchauffant que le CO2 sur son temps, et à des quantités presque comparables, voire comparables aux émissions anthropogéniques, en particulier issues des énergies fossiles ou de l'élevage. Donc ça exemplifie non pas des résultats qui sont contradictoires, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que les lacs sont plutôt des puits, d'autres plutôt des sources, mais que finalement le rôle des plans d'eau dans le cycle du carbone est loin d'être résolu. On sait que les plans d'eau réservent une quantité importante en carbone organique d'origine terrestre qui s'ajoute au carbone qui est produit dans les lacs, et qu'une partie de ce carbone va s'accumuler, va être stocké dans les sédiments, une autre va être émise dans l'atmosphère suite aux différents processus de transformation, et une partie peut être également transportée pour les lacs qui ont des exutoires, donc plus en aval, dans le continuum fluvial. Et en réalité, comprendre le rôle des plans d'eau dans le cycle du carbone nécessite de quantifier ces différentes voies de devenir du carbone une fois dans les lacs, et en réalité, on a très peu de données dans le monde qui quantifie ces différentes voies de devenir du carbone, avec en particulier des données disponibles seulement pour une vingtaine de plans d'eau naturels que vous voyez en bleu sur ce graphique ternaire, et seulement une dizaine de réservoirs. Ce graphique nous montre également qu'il y a une grande disparité dans l'importance des différentes voies de devenir du carbone en fonction des systèmes, ce qui souligne l'importance
de comprendre mécaniquement les liens entre ces différentes voies de devenir du carbone et les facteurs de contrôle qui vont déterminer l'importance de ces différentes voies, et en particulier les processus internes qui vont déterminer la partie du carbone qui va s'accumuler et être émise dans l'atmosphère, et qui va déterminer si un lac est plutôt un puits ou une source de carbone atmosphérique. Du coup, pour la suite de la présentation, l'idée c'est de vous donner quelques éléments sur les drivers qui vont moduler justement le rôle de ces plans d'eau, soit sur une fonction de puits, de stockage de carbone sur le long terme, soit sur le côté des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a fonctionné en silo, c'est-à-dire qu'on a d'abord parlé du stockage du carbone organique, et après on parlera des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on se concentre sur le stockage ou l'enfouissement du carbone organique dans les plans d'eau, bon, on a quand même quelques études qui nous permettent de comprendre les influences des différents drivers, les différents facteurs qui vont moduler cette capacité des lacs à stocker du carbone sur le long terme. Alors, notamment les travaux de Mendoza publiés en 2017, qui font une synthèse des données publiées, donc c'est de la réutilisation de données, principalement de données issues d'approches paléolimnologie. Et donc, on travaille à peu près à l'échelle globale sur 400 lacs, et qui nous montre, ça c'est un des premiers enseignements, qu'on a une influence très forte de la typologie des plans d'eau. Ici à gauche, vous avez un ensemble de points qui correspondent à des lacs naturels. Donc pour ces lacs naturels, on a une méthane autour de environ 300 kg par hectare et par an qui s'accumulent dans ce type de milieu. Et puis on voit à droite un autre ensemble de points qui correspondent en fait à des plans d'eau anthropiques, ici des réservoirs, avec donc des taux d'accumulation beaucoup plus importants. La médiane autour de 2,6 tonnes par hectare et par an. Et à l'intérieur de ce groupe-là, de plans d'eau anthropiques, on voit aussi qu'il y a des petites différences, grosses différences, entre des typologies, on va dire, entre des types de plans d'eau anthropiques. Et on a notamment ces points noirs qui correspondent à des petites retenues agricoles. Je pense que c'est un ensemble de jeux de données des États-Unis. Et là, on a en gros 100 tonnes par hectare et par an qui s'accumulent dans ces plans d'eau. Les mêmes auteurs ont essayé de comprendre par ce jeu de données là, sur les 400 lacs à peu près, à l'échelle globale, les différents facteurs qui jouaient justement sur ces taux d'accumulation de carbone organique. Donc ils n'avaient pas des données directement sur les plans d'eau, mais principalement sur les bassins versants, sur des informations sur l'occupation des sols, les températures, les ruissellements, etc. Et nous, ils ont pointé du doigt de façon indirecte l'influence de la productivité sur justement ces capacités des lacs à accumuler ce carbone dans les compartiments sédimentaires. Et puis ces résultats, ils sont aussi repris par d'autres synthèses menées par Anderson depuis les années 2010, mais qui se poursuivent encore aujourd'hui. C'est aussi de la réutilisation de données issues de l'approche paléo, et qui montre une relation assez forte entre l'accumulation de carbone organique dans le compartiment sédimentaire avec l'état trophique des plans. Donc en gros, ces auteurs concluent que malgré tous les effets délétères sur les plans d'eau de l'eutrophisation, un des effets, on va dire, positifs, c'est comme ça qu'ils le disent, c'est que du coup, les lacs eutrophisés constituent a priori des bons puits de carbone. Donc voilà, ça c'est pas un chapitre, c'est pas Anderson, mais voilà, c'était un peu une conclusion un peu choquante, et justement si on se replace dans le schéma que vous a montré Fanny, c'est sans doute partiellement faux. Parce qu'en fait, quand on se concentre là sur les émissions de gaz à effet de serre par les plans d'eau, on a d'autres synthèses à l'échelle globale, notamment celle fournie par Del Centro en 2018. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de données qui existent. Beaucoup de données principalement sur les effluves de CO2, mais plus rarement sur les effluves de méthane. Mais en gros, ils ont disposé d'un gros jeu de données avec des lacs très différents, des contextes bioclimatiques très différents à l'échelle. Et nous, ils essayent de décrypter un peu les drivers à ces échelles-là qui vont moduler les émissions de gaz à effet de serre par ces plans d'eau. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pour le CO2 une influence de la typologie, encore une fois, en réponse à l'eutrophisation. En gros, pour les petits lacs, quand on va augmenter ici le phosphore total dans la plaque, on aura une augmentation des émissions de CO2, tandis que pour les grands lacs, c'est l'inverse. Plus on va eutrophiser, plus on va avoir moins on va avoir d'émissions de CO2. Ce qui finalement corrobore un peu ce que disait Anderson. En gros, pour ces lacs-là, il y a plus de nutriments, plus de production primaire. Cette production primaire trop importante n'est pas transférée dans les réseaux trophiques, donc il y a un excès de matière organique qui va
s'accumuler dans le compartiment sédimentaire. Donc, finalement, si on regarde sur le CO2, ça va fixer le CO2 atmosphérique qui va s'accumuler dans le sédiment. Du coup, après, il faut regarder le méthane. Les gaz à effet de serre, c'est le CO2, mais c'est aussi le méthane. Et là, on a une relation vraiment très forte entre l'eutrophisation, du coup, quel que soit le type de plan d'eau, petit et grand, et on a une relation directe entre l'eutrophisation et les émissions de méthane. Et donc, finalement, ces données, ces informations-là, elles contredisent un peu la vision positive de Anderson, puisque du coup, en fait, quand on eutrophise des lacs, finalement, on a peut-être un petit peu plus de stockage de CO2 atmosphérique dans le compartiment sédimentaire, mais surtout, on a une augmentation vraiment importante des émissions de méthane, avec des effets en termes d'effet de serre bien plus élevés que ce. Donc au final, et notamment, c'est ce qu'a bien montré Vachon dans un de ses derniers articles, quand on eutrophise un lac, finalement, les émissions de méthane, elles sont largement plus importantes et plus importantes sur le climat que ce qui est stocké sur de matière organique dans le sédiment de fixation de CO2. Je voulais aussi insister sur les lacunes importantes qui nous permettent de comprendre ces mécanismes et qui subsistent dans les jeux de données actuels. Le premier, c'est l'importance. Donc en focalisant là, c'est sur les données concernant sur le stockage. Ici, c'est la base de données centrée sur la France qui a utilisé Mendoza pour faire ce bilan à l'échelle globale. Donc il a pris des données empiriques, il a produit un modèle, et puis nous qui vont upscaler, ils vont changer d'échelle, ils vont généraliser à l'ensemble à l'échelle globale pour trouver ces 250 millions de tonnes stockées de carbone par an par les lacs. Mais du coup, il faut bien voir que la base de données lac, plan d'eau, qui a été utilisée, c'est celle de Hydrolex, donc qui est assez bien fournie avec une table attributaire super intéressante et qui est somme toute assez limitée. Si on regarde sur la France, la base, alors je l'ai appelée cartage ou topage, en fait, dans la base de données qu'a utilisé Mendoza, en France, il y a 2500 plans d'eau, dans celle de la BD Carthage, il y a à peu près 31 000 plans d'eau, en double de surface. Donc, ça souligne que c'est très important d'avoir ces inventaires nationaux de plans d'eau, comme on l'a largement discuté hier, parce que c'est des données de base qui vous permettent vraiment d'estimer le rôle de ces plans d'eau aux différentes échelles sur le cycle du carbone. L'autre truc sur lequel il fallait insister, c'est que pour Mendoza en 2017, pour la France, il n'y a que 3 sites qui sont à la base de données. Donc c'est quand même assez faible. Et juste, c'est des sites qui sont des lacs naturels et qui correspondent à des études super anciennes. L'autre point sur lequel je souhaitais insister, c'est sur la méthodologie qui permet de quantifier ces taux d'accumulation de carbone dans les sédiments. La méthodologie classique, c'est on prend un lac, ici le lac de la Veille, on fait un point, donc une carotte au point central, c'est ce point rouge. Donc on a une belle carotte de sédiments. Le long de cette carotte, on fait l'analyse notamment des radioéléments qui nous permettent de transformer chaque profondeur en âge. Donc on détermine comme ça des taux de sédimentation le long de la carotte. Et puis ensuite, on analyse le long de cette carotte le carbone organique et on peut donc en concentration, et donc on peut transformer ces concentrations en flux, c'est-à-dire en taux d'accumulation de carbone, pas flux par mètre carré, par centimètre carré. Et ensuite, du coup, on extrapole à la surface totale du lac en utilisant un facteur correctif qui prend en compte le facteur de concentration des matériaux sédimentaires dans la zone profonde du lac. Ça, c'est ce que fait Mendoza, ce que fait Anderson, etc. Donc ça pose plusieurs questions. La représentativité d'un seul point d'étude pour un lac comme la Vélie ou d'autres lacs qui font plusieurs centaines, voire milliers d'hectares, d'accord. Une carotte, ça fait à peu près 60 cm². Et ce qui pose aussi la question du remploi de données anciennes sur ces quantifications de carbone organique, parce que la plupart du temps, c'est de la réutilisation de données en paléo, et dans ces données anciennes, souvent ce qui est utilisé, c'est la perte au feu pour quantifier la quantité de matière organique dans le sédiment. Donc sur cette question de la perte au feu, on s'est amusé à extraire des données naïades dans lesquelles on a pour les sédiments de lac à la fois la perte au feu et la caractérisation élémentaire du carbone organique. Donc dans les études classiques, on transforme la LOI en CO avec un facteur de en gros, un 8, un 9, ça dépend, dépend des auteurs, mais en gros c'est ça. Dans le nuage de points naïades, on voit que la pente c'est plutôt 3, donc ça pose déjà question par rapport à cette loi qui est utilisée généralement dans ces synthèses. Et puis, on voit aussi que en fait, cette relation, elle n'est pas constante le long des pourcentages de perte au feu, et
Et quand on a des pertes au feu inférieures à 10%, on a vraiment une grande dispersion de ces ratios-là qui peuvent aller jusqu'à 20 des valeurs très très faibles. Donc, ce qui pose question sur la validité de ces quantifications qui sont à la base des estimations actuelles. Voilà, je vais passer très vite. L'autre question, c'était la variabilité spatiale, donc des dépôts organiques dans les sédiments des plans d'eau. Et du coup, si tu passes, l'idée c'était de montrer, donc là c'est le lac d'Illet, on a mis en œuvre une approche multi-carottes avec des datations sur ces carottes, des caractérisations du carbone organique. On a montré une variabilité spatiale importante, finalement c'est ça qu'il faut regarder, les taux d'accumulation de carbone organique dans les sédiments, avec sur les veines carbonatées des taux d'accumulation de carbone très très faibles, des accumulations maximales dans le tombant, et puis dans la zone profonde des accumulations moyennes. Donc en gros ici pour le lac d'Illet, on arrive à peu près 180 tonnes par hectare et par an. Si on fait la méthode classique, on est plutôt à 150 kg par hectare et par an. Donc on n'est pas trop mal sur cette méthode en utilisant ce facteur de correction. Mais voilà, c'est des études qui seront à poursuivre pour justement donner une sorte d'incertitude associée aux estimations. J'en finis et je passe la parole à Jean-Philippe qui va avoir 1 minute pour parler. Non, elle a 4 minutes. Ça va. Pour dire que du coup l'idée dans le cadre du projet du PEPRFR Carbone, du coup on a été les heureux lauréats de l'appel à projet ouvert et que donc on a obtenu un financement sur le projet d'IPSI qui vise du coup à combler les lacunes où on a réussi à l'identifier avec vous. Merci Laurent, je te chasse. Oui, merci pour l'introduction. Donc là, on est tous intégrés dans un consortium. Voilà, qui s'appelle donc le piégeage ou les réémissions de carbone dans les systèmes atlantiques. Et vous voyez les personnes qui sont coordinateurs donc, de Workpackage. On a monté un consortium d'à peu près une quarantaine de personnes, des experts de limnologie, paléolimnologie et de la modélisation. Et en fait, ce projet, donc, comme le disait Laurent, est un projet lauréat qui s'inscrit dans un gros PUPR, un programme qui a été largement financé pour travailler sur la question du carbone et des atténuations avec de différents axes. Et nous, notre axe, il n'est pas sur les écosystèmes terrestres, vous vous en doutez. On est plutôt... Pardon. Voilà, on s'occupe vraiment des sources de la transformation et également du stockage de carbone dans le continuum terre-aquatique. Voilà, donc on travaille avec certains coordinateurs dans le board de coordination, Julien Léry et Laure Gandois notamment. La spécificité de notre approche, c'est de s'inscrire sur une démarche de long terme, notamment par les exercices de modélisation. Donc c'était des choses qui avaient été amorcées par ailleurs dans des activités du Polycla. La deuxième spécificité, c'est de lier vraiment les interactions entre bassin versant et le lac, et de travailler sur la question à la fois des flux entrant au lac, les flux spécifiques, les flux d'émission vers l'atmosphère et les flux dirigés vers le stockage sédimentaire. Voilà, il y a 3 work packages. Le 1 et 2, ça va être surtout de la collecte de données qui va s'intéresser à collecter les mesures de GES et la séquestration, alors que le 3e est vraiment dédié à de la modélisation et à l'intégration. On a décidé de resserrer notre activité de collecte de données, consolidation des synthèses de données existantes sur le territoire français. Donc là, on essaie d'intensifier les données, on recommence à effectuer de nouveaux carottages, compléter les données existantes. On essaie de couvrir des gradients assez larges de type de lacs, que ce soit un grand lac naturel de plaine, des lacs d'altitude, des réservoirs, des gravières, etc. Donc voilà, on a commencé cette année les collectes de données. Et après, par Work Package, ça risque d'être un petit peu court, très brièvement. Donc le premier Work Package s'intéresse vraiment aux émissions de GES, mais pas que. Il travaille aussi à caractériser la quantité et le type de matière organique qui est transférée dans les systèmes aquatiques et leur devenir. Et il y a un gros aspect aussi transfert dans le réseau trophique. Le second Work Package, c'est vraiment la prise de recul
en étudiant les stocks de carbone, les accumulations de carbone sédimentaire, mais également on essaie d'utiliser l'archive sédimentaire pour reconstituer, vous voyez, différentes phases de l'histoire du lac, tant sur voilà, le grand forçage, on a évoqué tout à l'heure avec Laurent, voilà, l'eutrophisation, il y a également bon, l'érosion qui va modifier les exports latéraux de carbone et le réchauffement climatique. Donc on va voilà, faire cette prise de recul temporelle. Et vous voyez un petit peu la carte pour ces deux work packages où les travaux de consolidation de données ont été conduits. Donc il y a 50 lacs en première année où les synthèses de données ont été faites à partir des données existantes. Il y a 50 nouveaux carottages qui ont été effectués. Donc vous voyez les points des différentes couleurs, donc, à la fois en altitude, en zone de plaine, en essayant de couvrir les différents gradients. Et en ce qui concerne les mesures de... donc tout ça est parti au laboratoire pour les nouvelles collectes de données. Voilà, ça suit son processus au laboratoire. En ce qui concerne les sites pilotes sur lesquels on étudie de manière mensuelle les évolutions des GES, mais également, bon, voilà, la limnologie de ces lacs, ça concerne le lac de Chavolais, de Charmes, de Stèle et Guerrieux. Vous pouvez voir en fait, parmi les sites existants pour ce qui est des carottes sédimentaires, vous voyez qu'il y avait une très large proportion en fait, de sites qui étaient des sites de lacs naturels dans l'existant, et on essaie vraiment de jouer ce jeu d'aller voilà, carotter, investiguer des nouveaux sites qui eux comprennent justement à la fois les gravières, des lacs anthropiques, des réservoirs, etc. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail pour le troisième work package, c'est de la modélisation. Donc là, on travaille avec des équipes à Paris. Nous, on apporte un petit peu maintenant un point d'expertise sur la modélisation lac, mais eux ont cette double expertise d'avoir des modèles à la fois lacustres et des modèles de bassin versant qui permettent de simuler, c'est ça, les exports et le devenir du carbone. Et le but du jeu, c'est de travailler à la fois sur le réseau national, mais également à plus large échelle. Et voilà, j'espère que c'était assez concis. Merci pour votre attention.